Bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. Je suis vraiment ravi d'être ici ce soir avec vous, toutes et tous, pour ce moment privilégié que nous allons passer autour de la question de la sensibilité élevée, mais surtout comment vivre selon ses désirs quand on est hypersensible. Merci à chacune et chacun d'être là ce soir avec nous, et je voudrais aussi remercier très vivement les éditions Erol qui m'ont invité déjà, et qui ont organisé cette double présentation sur Facebook et Instagram. Une première pour moi, donc je suis enchanté. Je m'appelle Saverio Tomasella. Comme mon nom l'indique, je suis d'origine italienne, mais pas seulement. Je suis aussi d'origine espagnole, française et suisse. Voilà, je suis un 4/4. Je suis le père comblé et très heureux de 2 grands-enfants, une fille de 27 ans et un fils de 24 ans. Je suis passionné par l'opéra, par la musique, par la peinture et le cinéma, et aussi les marches en forêt. Et je suis docteur en psychologie. À ce titre, je fais des recherches, notamment sur la sensibilité élevée. Alors, au cours de ces dernières années, mes recherches récentes me montrent à quel point c'est important d'accueillir la biodiversité humaine, et vous allez voir que concernant la sensibilité, c'est quelque chose de particulièrement fondamental, parce que même s'il y a 31% de personnes hautement sensibles, d'après la dernière étude qui vient des pays anglo-saxons, hein, pas seulement des États-Unis, mais de tout le monde anglo-saxon, donc 31% des personnes dans le monde sont hautement sensibles, ce qui fait presque un tiers de l'humanité, des millions et des millions de personnes. En fait, il n'y a pas 2 personnes hautement sensibles qui se ressemblent. Chacune et chacun de nous, nous vivons notre sensibilité différemment. Donc c'est important que nous soyons bien prévenus, bien informés de cela, pour accepter la biodiversité sensible autour de nous. Nous sommes aussi dans une ère, avec cette année 2020 qui a été une année d'épreuve à tous les niveaux, une ère où nous nous rendons compte que l'avenir va appartenir à celles et ceux qui pensent global. Mais quand je dis global, là c'est pas tellement au niveau de l'économie, c'est au niveau de l'interdépendance, du fait que nous sommes toutes et tous reliés. Et vous allez voir que ça va avoir un impact aussi sur notre façon de considérer nos désirs, nos rêves, nos aspirations. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus réfléchir simplement de façon auto-centrée. Nous avons besoin de réfléchir comment mes désirs, mes rêves, mes aspirations respectent ou soutiennent ou permettent aussi les rêves, les désirs et les aspirations des autres, pour vivre dans un monde qui soit plus clément, qui soit plus solidaire, qui soit plus convivial, qui soit peut-être plus porteur de valeurs profondes, humaines, et aussi de respect des humains, de respect de la nature, de respect des animaux. Et tout ça fait partie du tableau de la sensibilité élevée. Alors, sachez, d'après la dernière étude que l'Observatoire de la sensibilité a pu faire, sachez que 65% d'entre vous, 65% des personnes que nous avons interrogées, ont du mal à réguler leurs émotions. Donc, ne vous sentez pas seul par rapport à cette difficulté à vivre vos émotions. C'est le cas de quasiment 2/3 de la population. Donc, pas seulement les personnes hautement sensibles, qui représentent à peu près un tiers, mais 2/3 de la population. C'est énorme. Alors, pour commencer à parler de cette façon que nous pourrions trouver pour vivre nos désirs malgré notre sensibilité élevée, ou peut-être grâce à notre sensibilité élevée, peut-être que c'est déjà important de bien différencier nos désirs de nos fantasmes. Et nos fantasmes, ils sont assez omniprésents dans notre vie psychique, relationnelle, sociale, même si la plupart d'entre eux sont inconscients. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous croyons que nous avons envie de vivre dans une grande maison avec une grande piscine au bord de la Méditerranée, mais ça, c'est un fantasme publicitaire qui nous a été imposé depuis tout petit par les publicités, les films, le discours ambiant, etc. Quand on interroge profondément, dans le cours d'une thérapie par exemple, ou lors d'une enquête approfondie, une personne sur ses désirs, on se rend compte qu'au début vont apparaître des faux désirs.
qui sont les fantasmes du milieu social dans lequel nous évoluons ou dans lequel nous avons grandi, des réseaux sociaux sur lesquels nous évoluons, des médias que nous lisons ou que nous écoutons, et puis de la société en général qui façonne comme ça des espèces d'autoroutes de faux désirs. Et évidemment, si j'ai envie de suivre les fantasmes qui me sont imposés, soit par mon histoire personnelle, il y a aussi des fantasmes qui sont personnels, mais surtout ceux qui sont imposés par la publicité et la culture ambiante, je vais me tromper, je vais me fourvoyer, je vais me dire je n'arrive pas à avoir ma grande maison avec piscine à Saint-Tropez. Zut alors, ça ne marche pas. Non, parce que c'est pas simplement une question d'argent, c'est pas simplement une question qu'il n'y a pas des maisons avec piscine à Saint-Tropez pour chacune et chacun d'entre nous, c'est que ça ne correspond pas à ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et que donc, la première chose à faire, c'est à partir de notre sensibilité, à partir de qui je suis vraiment, de ce que je ressens, de ce que je souhaite vivre, qui je souhaite être, avec qui je souhaite le vivre et comment je souhaite réaliser la vie qui me ressemble le plus, c'est à partir de cette sensibilité de qui je suis vraiment au fond, et ça va prendre du temps de découvrir qui je suis vraiment au fond, c'est à partir de ma sensibilité que je vais pouvoir petit à petit me rendre compte quels sont mes propres désirs. Et là encore, dans cette biodiversité sensible, imaginez-vous bien que chacune et chacun de nous a des aspirations très personnelles, très différentes. Nous avons une singularité sensible qui fait que nos désirs ne sont pas les mêmes que ceux des autres. Et que c'est important de prendre le temps de bien les préciser. Alors, il existe des tests qui vont permettre, à partir du moment où on commence à sentir se dessiner des aspirations profondes, il existe des tests qui vont nous aider pour nous rendre compte si ce que je crois être un désir est vraiment mon désir ou pas. Je vais vous parler de 2 tests qui existent, mais il y a certainement bien d'autres façons de s'en rendre compte. La première façon, d'ailleurs, en dehors de ces tests, serait est-ce que je me sens vraiment à l'aise avec ce que je crois être un désir pour moi? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est un cocon dans lequel je sens que je vais pouvoir grandir, évoluer et me développer? Mais sinon, quels sont ces 2 tests? Alors, il y a un premier test qui vient du monde de l'hypnose. Vous savez que l'hypnose s'est beaucoup développée ces dernières années pour toutes sortes de raisons qui sont très favorables au développement de l'être humain. Et en hypnose, on a un test extrêmement simple avec les 2 mains. Donc, je vais le faire avec les miennes, mais pour vous, peut-être que ça va être inversé, je ne sais pas. En tout cas, la main droite, ça va être oui. Cette réponse à ma question va être oui. Et c'est un oui franc et massif. Ça ne peut pas être peut-être, hein. C'est oui. Et ma main gauche, ça va être non. Et je me pose la question, est-ce que par exemple, habiter à tel endroit, alors pour moi qui aime la Normandie, est-ce que habiter en Normandie, près de Cabourg, ou je ne sais trop, dans le pays de Caux, ça me correspond vraiment, mais ça peut être pour le travail. Est-ce que le métier d'écrivain est vraiment un métier qui me correspond vraiment? Ça peut être par rapport à un ami, une relation amoureuse, ça peut être un rêve de voyage, enfin tout très concrètement, tout ce qui peut concrètement correspondre à un désir qui semble poindre en vous. Vous prenez le temps de vous allonger, ou en tout cas de vous asseoir très confortablement, de fermer les yeux, et une fois que vous êtes installé confortablement les yeux fermés, vous prenez contact avec votre respiration comme elle est, comme elle va, comme elle vient. Vous n'intervenez absolument pas. Et quand vous sentez que vous êtes bien présent dans votre corps, dans cette détente qui vous permet d'être en contact avec votre inconscient, c'est-à-dire vos ressources profondes, ou votre intuition, parce que tout ça c'est lié, intuition, inconscient, ressources profondes, eh bien vous posez la question très clairement, à mi-voix ou à voix haute. Et si par exemple vous avez posé vos 2 mains sur les genoux quand vous êtes assis, ou sur le ventre, ou à côté de vous quand vous êtes allongé, vous posez la question à voix haute, et vous allez sentir très rapidement une information dans une des 2 mains. Elle ne peut pas être dans les 2 mains. Et vous allez avoir une information dans une des 2 mains, sous forme de frisson, de chaleur, de froid, d'intensité de la sensation. Et ça ne vous trompe pas. C'est-à-dire que votre corps a parlé. Votre corps, c'est votre inconscient, c'est votre désir profond. Et donc, si votre corps a répondu non à travers la main gauche, c'est important d'accueillir
ce qu'il vous a dit. Et que donc, non, ce ne sera pas la maison à Saint-Tropez avec une grande piscine et un bateau, ce sera autre chose qui correspondra à votre désir, et ça vous permet, dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent, d'avoir une réponse plus claire, de commencer par préciser votre désir de façon plus nette, et puis petit à petit, en posant la question, d'avoir des réponses plus claires sur ce qui est vraiment votre désir et ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est l'hypnose. Il existe un autre test qui vient d'un autre monde thérapeutique, qui est celui de la kinésiologie. Et alors, le kinésiologue ou la kinésiologue va faire des tests sur vos mains, en appuyant sur les mains, et sentir si ce que vous dites correspond à votre nature profonde, ou si ce n'est que du discours de façade, parce que nous avons toutes et tous des discours qui sont du semblant, qui sont des choses apprises ou entendues, ou pour correspondre aux autres, s'adapter, etc. Et ça, nous savons bien, nous, les personnes hautement sensibles, à quel point nous sommes doués pour nous adapter au discours ambiant. Et il y a un autre test en kinésiologie qu'on peut faire tout seul et toute seule. Donc c'est très simple. Je vais croiser mes doigts et les fermer. Voilà. Voilà. Et si je tire, ça ne lâche pas. Donc je tiens comme ça. Et en tenant, je vais, voilà, j'espère que vous voyez, en tenant mes doigts comme ça, qui sont croisés et fermés à l'intérieur, je vais poser ma question. Et si au moment où je pose ma question, juste après, ça lâche, d'une façon ou d'une autre, même très ténue, c'est que mon corps dit non, de la même façon que la main gauche en hypnose me disait non, ce n'est pas un vrai désir pour moi. Et c'est très important d'accepter la réponse que vous fait votre corps. Ne cherchez pas à justifier « Ah mais oui, aujourd'hui je suis fatigué » ou « J'ai posé ma question trop vite ». Non, l'inconscient, le corps, l'intuition, les ressources profondes, cet ensemble de nous qui ne nous veut que du bien, a répondu pour que nous puissions préciser encore mieux notre question ou aller vers vers une autre facette de ce qui pourrait être notre aspiration ou notre rêve. Et ça va vous aider beaucoup. Et souvent, ça nous aide d'autant plus s'il y a besoin d'engager de l'argent, des fonds par rapport à un voyage, un appartement, une maison, ou de perdre une source de revenus quand il s'agit d'un travail. Voilà. Donc ça, c'est très important, si vous pouvez y penser, de bien préciser vos désirs. Alors on peut aussi trouver d'autres noms, les aspirations, les rêves ou les rêves d'enfant. Ça aussi, c'est une bonne question. Quels étaient mes rêves d'enfant? Et prenez l'enfant de moins de 7, 8, 9 ans. Quels étaient mes rêves d'enfant? Et en se posant cette question, on sait qu'il y a des choses qui nous correspondent profondément et qui ne peuvent pas nous tromper, qui sont vraiment nous. Parce que sinon, on risque d'aller dans des difficultés et après se dire « Oh, mais la vie, où les gens ne sont pas cool avec moi, ne sont pas sympas avec moi. » Or, c'est nous qui nous sommes fourvoyés, tout simplement parce que nous n'avons pas pris le temps de bien écouter nos désirs. Alors, sinon, il y a aussi une autre piste qui peut nous aider à découvrir nos désirs, et cette piste, elle est encore plus liée à notre sensibilité, c'est tout ce qui concerne nos dons. Nous avons chacune et chacun énormément de dons. Et ces dons peuvent aller du simple « j'aime faire à manger », soit pour moi, soit pour mes proches, soit pour des amis, et je suis créative ou créatif dans la cuisine, j'aime faire des bouquets, j'aime décorer, j'aime écrire dans mon journal intime, ou j'aime organiser des fêtes ou des sorties, j'aime peindre, enfin il y a toutes sortes de dons possibles, j'aime chanter, danser, etc. Mais il y a des dons encore plus simples, qui peuvent être, j'ai le don de l'écoute. Ils sont merveilleux, elles sont merveilleuses, les personnes qui ont ce don de l'écoute et qui nous permettent de raconter à la fois les merveilleuses choses que nous vivons ou les difficiles épreuves ou les moments contrariants dont nous faisons l'expérience. Donc n'imaginez pas que les dons soient exceptionnels, il faut être une étoile de la chanson ou du cinéma, non pas du tout, ou alors des choses qui ne seraient pas quotidiennes. On peut avoir des dons dans vraiment le domaine de la vie quotidienne. Et c'est à travers nos dons, ce que nous donnons d'ailleurs aux autres, un don c'est pas seulement quelque chose que nous avons reçu, c'est aussi tout ce que nous pouvons donner aux autres, c'est à travers nos dons que nous allons nous accomplir. Et il est fort probable, je vous propose cette piste-là, il est fort probable que nos vrais désirs, le plus souvent, soient liés à nos dons, ce que nous savons vraiment bien faire, ce qui nous correspond, ce que nous donnons volontiers aux autres, ce avec quoi nous nous sentons particulièrement à l'aise. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aussi, grâce à votre sensibilité, vos sensations, vos émotions, vos intuitions,
percevoir de plus en plus finement quels sont vos dons, ce que vous aimez donner aux autres et comment peut-être vous avez envie de vous accomplir, vous réaliser, vous épanouir à travers ces dons. Donc vous voyez que la sensibilité est une aide. Depuis le début, c'est ce que je dis. Qu'est-ce qui se passe quand on a une sensibilité élevée? Eh bien, on va avoir encore plus cette aide. La difficulté, c'est si je me mets à croire que ma sensibilité est un contre-don, ou un anti-don, ou un empêcheur de don. En fait, ma sensibilité, c'est mon don fondamental. C'est mon don le plus précieux, c'est un trésor. Et je sais que parmi vous, il y en a certaines et il y en a certains qui ont du mal à vivre avec leur sensibilité. Il y a d'ailleurs déjà des questions qui m'ont été données, que vous aviez posées avant ce direct, et auxquelles je vais répondre, et qui montrent effectivement que parfois avoir une haute sensibilité, c'est pas si facile que ça à vivre. Je voudrais déjà faire une petite mise au point, comme avec un appareil photographique ou une caméra. Donc c'est pas une mise au point morale, hein, c'est juste dire des choses qui permettent d'y voir plus clair. Nous avons, moi le premier, ça fait 25 ans que je cherche sur la sensibilité élevée, nous avons pendant longtemps confondu sensibilité et souffrance, en croyant que tout ça c'était lié. Eh bien non, je me suis rendu compte au fil des enquêtes, des études que j'ai faites avec des collègues et des lectures de recherches qui sont faites dans les pays anglo-saxons, je me suis rendu compte que nous confondions notre souffrance, comment nous avons des épreuves, des douleurs, des difficultés de vivre, des malheurs, de l'anxiété, de la déprime, etc. Comment nous confondons nos souffrances avec notre sensibilité. Et pourquoi? Parce qu'il arrive un moment où notre sensibilité est la caisse de résonance de nos souffrances. Et donc nous croyons que notre sensibilité est la source de nos souffrances, mais ce n'est pas le cas dans la réalité. Et c'est important de bien différencier la sensibilité et les souffrances. Ne croyez pas que parce que vous souffrez, vous avez un problème avec votre sensibilité. Votre sensibilité, elle est et elle sera toujours sans aucun problème. Ce sont nos antennes. Ce sont nos possibilités de percevoir, de discerner, de nous rendre compte de ce que nous vivons. Donc, surtout, ne pensez pas que votre sensibilité élevée est la source de vos souffrances. Votre sensibilité élevée fait que vous ressentez beaucoup plus les joies, beaucoup plus l'enthousiasme, beaucoup plus les plaisirs de la vie, mais aussi, comme moi qui suis hautement sensible, beaucoup plus les désagréments de la vie, les douleurs, les souffrances, les peines, les chagrins, les colères, les peurs, etc. Ça nous demande plus de courage. C'est important de savoir que les personnes hautement sensibles peuvent ressentir la douleur psychique et physique jusqu'à 40% plus fort que le reste de la population. Donc, quand nous avons mal, nous avons vraiment mal. Ce n'est pas de la chochoterie, ce n'est pas du caprice. Ce que nous avons besoin, c'est d'apprendre à mieux vivre avec cette sensibilité élevée. Et la première chose que nous pouvons apprendre, c'est choisir un bon environnement. C'est la clé. Et il y a d'ailleurs un auteur, pédiatre, chercheur aux États-Unis qui s'appelle Thomas Boyce, qui parle des enfants orchidées. Alors les enfants orchidées, c'est un nom pour les enfants hautement sensibles, et qui a consacré sa vie entière, il est bientôt à l'âge de la retraite, il a consacré, en tout cas sa carrière de médecin, à se rendre compte, grâce à toutes sortes d'études dans tous les sens au Canada et aux États-Unis, de l'impact de notre environnement sur notre vie, sur notre évolution, sur notre épanouissement, sur notre réussite sociale et professionnelle, sur notre bonheur amical et amoureux, et que nous avons donc toutes et tous intérêt à créer pour nous des environnements porteurs. Et ça peut être aussi un bon indicateur par rapport à notre désir. Est-ce que mon désir, ou est-ce que ce que je crois être mon désir, correspond au fait que je crée pour moi un cocon, une bulle, un environnement porteur? Parce que si je m'inflige, parce que mes parents me l'ont demandé, ou que mes profs m'ont dit ceci, cela, que la télévision rabâche telle ou telle chose, si je m'inflige à moi qui suis hautement sensible, qui suis une orchidée, de vivre dans une jungle avec des requins, des hyènes, des chacals et autres personnes ambitieuses dont les dents rayent le parquet, je vais être très très malheureux. Je vais être vraiment très très malheureux. De même que si je m'impose de vivre dans un milieu de personnes
fêtardes, qui font du bruit tout le temps, qui boivent, qui sont des joyeux lurons, certes, mais qui ne correspondent pas à mon besoin de silence, de calme ou de tranquillité ou de conversation de personne à personne en profondeur. L'ambiance peut être extraordinairement porteuse apparemment, mais ça ne me convient pas. Et après, je vais me sentir fatigué, en décalage, etc. Si je vis au bord du périphérique ou d'une grande artère bruyante et polluée alors que je suis très sensible au bruit, je m'inflige quelque chose qui est mauvais pour mon équilibre. Donc là, je prends des exemples un peu criants, un peu caricaturaux évidemment, hein, mais chacune et chacun de nous peut, à partir de maintenant, à partir du moment où vous avez cette information que l'environnement de vie est fondamental pour les personnes hautement sensibles, parce que c'est ce qui nous permet de vivre bien avec notre sensibilité, peut-être que vous pouvez vous dire, tiens, je vais faire le tri entre ce qui est bon dans mon style de vie, ma façon d'être et mon environnement, et ce qui n'est pas bon et que j'ai besoin de mettre de côté et de changer progressivement. Alors, il y a quelque chose de très important par rapport au choix que nous faisons concernant nos désirs, nos aspirations, nos rêves, etc. C'est que nous, les personnes hautement sensibles, nous avons tendance, enfin c'est même notre signature neurosensorielle, nous avons tendance à traiter l'information en détail. C'est-à-dire nous allons un peu décortiquer les choses, nous allons prendre du temps, et ça peut nous mener à douter. Ce qui fait que parfois, la question, ce n'est pas celle que j'ai posée au début. Est-ce que c'est un vrai désir? Est-ce que ce désir me correspond? La question de la seconde étape, ça va être, j'ai trouvé un ou plusieurs vrais désirs, véritable aspiration pour moi, mais je doute. Ça y est, je me mets à décortiquer, à avoir des scrupules, à me dire, mais est-ce que ça me correspond vraiment, etc., etc. Alors là, les doutes, c'est difficile, parce que c'est une espèce de processus qui s'enclenche dans le mental et qui vient mettre des ombres. Là où tout semblait lumineux, le désir, le rêve, les aspirations, eh bien, le doute vient mettre des ombres ou des impossibilités imaginaires, bien sûr, hein, ou ah mais c'est pas possible, je n'ai pas la capacité à le faire, je n'ai pas les compétences, ou on va pas comprendre mon choix. Nous avons toujours beaucoup de prétextes, ou de faux prétextes, bien sûr, hein, ou d'idées qui viennent freiner notre capacité à mettre en œuvre nos désirs. Donc là, nous avons besoin de freiner notre machine à douter. Alors, marcher en forêt ou dans un parc, nager, c'est toujours le retour au corps, hein, vous allez remarquer, c'est toujours le retour au corps qui permet ça. Alors, je fais une parenthèse parce que là, il y a beaucoup de témoignages et d'études qui montrent que la méditation n'est pas si appréciée et pas si bénéfique pour les personnes hautement sensibles. Hein, je préfère vous le dire. Alors moi, je médite depuis plus de 30 ans et je continue à le faire, mais j'ai changé. Je médite plus de façon austère et comment dire, stricte. Je suis plutôt dans une méditation, donc contemplation dans la forêt, dans la nature, méditation en dansant. Alors il y a une méditation d'Osho, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est fabuleuse quand on aime méditer en dansant. Donc nous, les personnes hautement sensibles, nous avons besoin de mouvement. Donc danser, bouger, marcher, nager, sauter, faire des exercices d'équilibre, etc. Et après, on peut méditer si on a envie ou pas méditer si on n'a pas envie. En tout cas, c'est le retour au corps, du sport, du yoga, et dans le yoga, le yin yoga, qui est un yoga lent et qui va permettre de vraiment mieux habiter son corps. Tout cela sont des choses qui vont vous permettre d'arrêter la machine des doutes, d'arrêter cette tendance à vouloir décortiquer encore et encore, est-ce que j'ai vraiment pesé le pour et le contre. Il arrive un moment, quand les choses sont suffisamment claires pour soi, on arrête de les remettre en question. Sinon, on n'arrivera pas à passer à la mise en œuvre qui est tellement importante pour chacune et chacun dans la réalisation de nos désirs. Et sinon, je voulais vous parler encore d'une chose importante concernant la sensibilité élevée qui est trop oubliée et qui a été découverte par un chercheur britannique qui s'appelle Michael Plus. C'est la sensibilité avantageuse. En fait, et Thomas Boyce aux États-Unis dit la même chose, en fait, nous croyons, parce que quand nous vivons des épreuves ou des difficultés ou des contrariétés ou des frustrations ou des conflits, etc., comme tout ça se passe mal pour nous parce que c'est amplifié, c'est tellement intense, c'est tellement fort que nous ne disons jamais j'y arriverai ou ce monde n'est pas fait pour moi, nous avons tendance à oublier l'autre côté,
de la sensibilité élevée, qui s'appelle justement la sensibilité avantageuse, et qui est que par rapport à 66% de la population, nous avons cette chance de profiter beaucoup plus et de bénéficier beaucoup mieux des bons moments, des joies, des bonnes personnes pour nous, des bonnes nouvelles, de la bonne alimentation, etc. Tout ce qui est bon est porteur et favorable, va être d'autant plus soutenant, nourrissant et porteur pour nous grâce à cette sensibilité avantageuse. Donc surtout, ne voyez pas que le côté difficile et ardu de la sensibilité élevée. Hein. Il y a toujours une balance possible, un équilibre possible entre ce qui est difficile à vivre et ce qui est au contraire très porteur, très favorable. Alors, plus concrètement, parce que là je vous ai parlé un peu de façon générale par rapport au désir et à la sensibilité élevée, plus concrètement, voici les conseils que je peux vous donner de façon pratique. Toutes les personnes hautement sensibles, et je dois en plus préciser que cette année 2020 a été difficile et éprouvante pour tellement de personnes que je pense qu'il y a aussi des formes de sensibilité élevée réactionnelles par rapport à cette crise, pas que sanitaire, hein, cette crise sociale, économique, politique dans laquelle nous vivons et qui nous use, qui nous met à vif, qui nous met à cran. On n'en peut plus, on a envie de sortir, on a envie de vivre, on a envie d'enlever nos masques, on a envie de retrouver la vraie vie. Donc je pense que nous sommes beaucoup plus nombreuses et nombreux à être concernés par la sensibilité élevée en ce moment. Il y a les 31% de personnes hautement sensibles, mais aussi certainement des personnes qui sont dans une sensibilité à vif à cause de cette année 2020 difficile que nous avons vécue. Donc ce que je peux vous dire, c'est que nous avons besoin de repos. Acceptez cela comme une donnée, comme une information. Nous avons besoin de faire des pauses dans la journée et imposez-le, sans jeu de mots, imposez-le à vos proches, à vos collaborateurs, à vos collègues, à vos responsables en disant voilà, moi je suis très sensible ou très fatigué, ou les deux, je suis très sensible et très fatigué et très fatigable, j'ai besoin de faire des pauses régulièrement. On sait que le cerveau travaille beaucoup mieux s'il bénéficie d'une minute les yeux fermés. Si vous fermez les yeux, vous enlevez les informations qui sont données au cerveau, parce que nous sommes bombardés par des informations visuelles, pas simplement des mots, hein, mais aussi des images. Si vous permettez au cerveau d'avoir une minute de repos, il y a comme une petite réinitialisation neuronale. Alors évidemment, si vous faites 2 minutes de repos ou 3 minutes de repos, c'est mieux. Et 5 minutes, c'est encore mieux. Le mieux, c'est de le faire assis, les yeux fermés, ou si on peut s'allonger, on s'allonge. Il y a des entreprises qui ont des lieux de détente avec des sofas ou des lieux où on peut s'allonger, mais assis, les yeux fermés, ou assises, les yeux fermés, ça se passe très bien. Faites des pauses régulièrement, chaque jour. N'attendez pas d'être complètement épuisé pour vous reposer. C'est important que nous apprenions, et tout particulièrement si nous sommes hautement sensibles, que nous apprenions à limiter le stress. Le stress est bon quand il est ponctuel, rare et très bref. Si je dois courir un sprint lors d'une compétition sportive, ce stress est excellent, il va m'aider à bien courir. Mais si je vis, ou même si je fais du théâtre, du chant, de la danse, que je vais passer sur scène samedi soir, je me prépare, j'ai le trac la veille ou le jour même, c'est un stress qui va m'aider à donner le meilleur de moi-même sur scène. En revanche, vivre dans le stress, c'est mauvais. C'est mauvais pour le corps, c'est mauvais pour les nerfs, c'est mauvais pour les intestins, c'est mauvais pour l'immunité. Or, nous avons été bombardés ces derniers mois, toute cette dernière année, on va dire, hein, par toutes sortes de stress et de facteurs qui augmentaient notre stress. Nous avons besoin d'apprendre à limiter le stress. Pour cela, il n'y a pas 36 moyens. Alors je vais vous donner les principaux qui sont vraiment importants à mettre en œuvre. Protégez-vous des médias et des informations violentes, dures, décourageantes, désespérantes, etc. Sachez faire des pauses ou des sevrages médiatiques. C'est très important. Il y a un chercheur suisse-allemand qui fait toutes ses recherches là-dessus, qui a écrit encore un livre là-dessus, en disant que nos nerfs, et c'est confirmé par un médecin à Marseille, nos nerfs sont fatigués, usés, en état d'inflammation à cause des informations délétères, des informations décourageantes, déprimantes et révoltantes que nous entendons à longueur de journée sur les médias. Donc nous avons besoin de faire des pauses médiatiques, du sevrage médiatique.
Ça, c'est la première chose. On peut aussi en profiter pour faire une petite pause d'écran, parce que même si c'est des amis ou la famille qui nous écrivent, il y a des moments où on pourrait passer sa vie collé à l'écran, donc on décolle un peu. Ça, c'est important pour ne pas ajouter de stimuli à la fois nerveux et neuronaux, donc cognitifs, au cerveau. Hein. Ça permet de débrancher un peu. La deuxième chose très importante à savoir, c'est que chaque stress, chaque moment de stress nous fait perdre du magnésium. Le corps est fait comme ça. Il y a des pertes de minéraux essentiels à chaque stress. Donc c'est important de bien boire, de bien manger, mais le magnésium est, dans nos civilisations extrêmes orientales, c'est un nouveau terme, extrême occidental, pardon, je me trompe, dans nos civilisations extrêmes occidentales, c'est un nouveau terme pour désigner l'Europe occidentale, les États-Unis et le Canada, qui sont des civilisations du virtuel, de la technique, de la précipitation, etc., avec énormément de stress. Dans cette civilisation extrême occidentale, nous manquons toutes et tous de magnésium. C'est comme ça. Donc, d'octobre à mars, au moins, essayons de prendre du magnésium, surtout si nous sommes particulièrement sensibles. Alors, sous forme de compléments alimentaires, il y en a plein, mais aussi des amandes, des bananes, des patates douces et toutes les noix, les noisettes que nous pouvons manger. Ça, c'est très important parce que ça permet de limiter le stress. Après, il y a une grande aide par rapport au stress, c'est la respiration. Alors là, je suis obligé de dégommer, de déconstruire une erreur qui circule malheureusement autant en langue française qu'en langue anglaise, je ne sais pas dans les autres langues, c'est que généralement on vous dit, et c'est surtout à ne pas faire, mais généralement on vous dit, prends une grande respiration. Donc j'ai vraiment travaillé la question depuis plusieurs années, et prendre une grande respiration, c'est bien quand on fait du sport. On active la machine. Avant une compétition sportive, c'est très bien. On va activer le stress, l'adrénaline pour pouvoir courir plus vite, nager plus vite, faire un match de handball, de basket ou de foot. Mais quand on est stressé, la machine n'a surtout, le corps, excusez-moi, quand on est stressé, le corps n'a surtout pas, certainement pas besoin d'être encore plus stressé. Donc c'est l'inverse que nous devons faire. Et pour réguler l'anxiété, pour réguler le stress, la seule chose qui aide, enfin une des seules choses, mais la chose fondamentale qui aide, c'est de souffler. De souffler longtemps, lentement. Il n'y a que comme ça que le système parasympathique, le nerf vagal, va se réactiver pour calmer le jeu dans le corps. Sinon, nous allons continuer à produire de l'adrénaline et du cortisol, qui sont les hormones du stress, et notre corps va être stressé durablement. Donc apprenez à souffler lentement, longuement, à faire une petite pause et à laisser l'air entrer sans le prendre. De toute façon, quand nos poumons sont vides, il y a un réflexe entre le diaphragme et les poumons qui fait que l'air entre. Je vais vous le montrer, je souffle, j'attends et je laisse. Je n'ai rien fait, l'air est entré tout seul. Donc faites ça plusieurs fois de suite. Soufflez longtemps, lentement, attendez un petit peu, laissez l'air entrer, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que vous sentiez que le niveau d'excitation, d'énervement, d'anxiété a baissé. Ça, c'est vraiment très important. Et je vous recommande de le mettre en pratique dans des périodes où vous n'êtes pas stressé, dans les périodes où vous n'êtes pas anxieuse ou anxieux, parce que ça va vous permettre, au moment du stress ou de l'anxiété, de le faire beaucoup plus facilement. Alors, je pense que ce qui est très important aussi pour les personnes hautement sensibles, et il y a une question déjà qui y a trait, c'est la question de la réceptivité. Notre cerveau a deux modes seulement. Soit j'émets, soit je reçois. Si je parle, si je pense, j'émets. Là, je suis en train d'émettre vers vous. En revanche, quand j'écoute, quand je sens, je suis dans le mode de réception. Je reçois, le mode réceptif. Et le mode réceptif, il est reposant à une condition, c'est de recevoir les informations sensorielles qui viennent de mon propre corps. Or, que se passe-t-il pour les personnes hautement sensibles, qui la plupart sont très empathiques? Nous avons pris l'habitude depuis tout petit d'être orientés vers les autres. Donc c'est bien quand je parle, quand je pense, ou quand je donne quelque chose, je souris, voilà.
c'est bien, mais à partir du moment où mon mode réceptif n'est pas centré sur moi, mon corps et mes sensations, mais centré sur les autres, leurs émotions, leurs discours, leurs plaintes, leurs difficultés, leur stress, etc., je passe 16 heures sur 24 à recevoir sans cesse des informations qui ne sont pas les miennes et donc qui ne peuvent pas me reposer. Donc ça, c'est la grande découverte que j'ai faite en 2020. Et vraiment, je vous assure que toutes les personnes en thérapie ou comme ça, dans des conférences ou des rencontres qui ont pu bénéficier de ce conseil, me disent allez beaucoup mieux. Apprenez à devenir réceptive et réceptif suffisamment souvent dans la journée à partir de vous-même et concernant vous-même, de recevoir vos propres sensations et de vous débrancher dans ces moments-là des autres pour pouvoir vraiment vous ressourcer, vous reposer. C'est fondamental. Alors, dernière chose avant de vous parler d'un livre qui me tient à cœur, c'est justement la question du cœur. Je pense que nos désirs, nos aspirations, nos rêves viennent du cœur, pour le dire différemment de ce que je disais au début, et que c'est en écoutant notre cœur que nous arriverons à avoir petit à petit une vie qui nous ressemble, des amis qui nous ressemblent et qui nous veulent du bien, et un métier qui nous ressemble et qui nous fait du bien. Donc surtout, écoutez votre cœur. Et je voudrais même vous dire, même si c'est un peu audacieux et un peu, comment dire, oui, un peu audacieux, je voudrais vous dire, n'écoutez que votre cœur. Voilà, n'écoutez que votre cœur. Juste un petit livre comme ça, qui s'appelle « Se libérer du complexe de Cendrillon », qui parle de la révolution sensible à laquelle je tiens énormément. Cette révolution sensible qui consiste justement à remettre le cœur au sein de toutes nos relations, de toutes nos situations de vie, de toutes nos décisions, y compris politiques. Je crois que c'est possible, c'est une révolution non violente, mais c'est une révolution qui donne toute sa place à la sensibilité et à nos singularités. Alors il s'appelle « Se libérer du complexe de Cendrillon ». Pourquoi? Parce que Cendrillon est l'égérie pour moi, la représentante de la révolution sensible. Elle écoute sans cesse son cœur, elle trouve dans son inconscient les ressources pour soutenir son désir, de vivre sa vie de jeune fille, de rencontrer l'amour, d'aller au bal, de vivre son désir. Et une fois qu'elle a trouvé l'amour, elle est absolument sans rancune. Elle ne perd pas son temps à vouloir se venger. Elle laisse chaque personne autour d'elle faire le choix du cœur. Voilà, c'est le dernier mot avant de répondre à vos questions. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre présence ce soir, chacune et chacun. Je remercie encore les éditions Erol de m'avoir invité, d'avoir organisé ce direct. Et je vais commencer par répondre à 4 questions qui ont été envoyées avant le direct. Et après, je répondrai aux questions que vous avez envoyées, écrites pendant ce live. Lucie nous envoie une question que je vais diviser en 3, parce qu'elle est longue, comme d'ailleurs les 4 questions qui ont été envoyées. Lucie nous dit « Je suis une très grande anxieuse ». Alors je suis désolé, Lucie, je suis désolé pour vous. Et je crois bien que ça vient de mon hypersensibilité. Alors, ça n'est pas si sûr que ça. La haute sensibilité, je vais répondre au reste de ce que vous demandez, hein, mais je voudrais déjà faire un point là-dessus. La haute sensibilité n'est pas forcément liée à l'anxiété. Peut-être que vous avez une nature anxieuse, ou une histoire familiale, ou une histoire personnelle qui fait que vous êtes devenu anxieuse, ou que ça a augmenté votre tendance à l'anxiété, et que votre sensibilité élevée ne fait qu'amplifier, que rendre cette anxiété difficile à vivre. Donc moi je serais prudent, voilà, je suppose que peut-être que vous avez un thérapeute ou une thérapeute, de creuser la question en thérapie, mais je serais prudent, je ne ferai pas forcément de lien entre anxiété et sensibilité élevée, parce que il y a tous les cas de figure qui existent, il y a beaucoup de personnes hautement sensibles qui ne sont pas anxieux ou anxieuses. Donc ça, c'est une première chose. En revanche, vous dites, mon anxiété me handicape ou m'handicape, je ne sais pas comment on prononce, vraiment au travail. Alors là, je veux bien croire, et je suis vraiment désolé pour vous, parce que l'anxiété est difficile à vivre dans un milieu qui est un milieu stressant, qui nous met la pression, qui nous demande beaucoup. Alors je sais qu'il y a des entreprises différentes des autres, hein. Il y a des entreprises où il fait bon vivre et travailler, et d'autres entreprises où c'est beaucoup plus difficile.
Mais quoi qu'il en soit, généralement, le milieu professionnel, qui est un milieu technique, un milieu où tout ce qui est financier compte beaucoup, un milieu encore très machiste, on va dire, hein. Alors je sais qu'il y a des entreprises dirigées par des femmes, avec beaucoup de femmes, etc. Mais dans l'ensemble, on est encore sur une idéologie du 19e siècle, il ne faut pas exprimer ses sentiments, il ne faut pas montrer qu'on est sensible, étant équivalent dans cette idéologie machiste, hein, et phallocrate, c'est l'équivalent de faible, donc forcément on ne peut pas montrer sa sensibilité. Alors je ne sais pas comment vous pouvez faire pour essayer de trouver comment réguler votre niveau de stress et d'anxiété en allant au travail sans trop être perméable à ce qui se passe au travail. En essayant de créer votre bulle, une bulle énergétique, de ne vous entourer que de personnes qui vous apprécient, de ne pas parler trop peut-être, et puis de trouver des soupapes qui permettent, en dehors du travail, ou peut-être pendant la journée de travail, d'évacuer le stress. Et je ne sais pas si vous êtes une personne très immobile, très sédentaire, mais souvent le stress et l'anxiété sont évacués par la marche, la course, la natation, la danse, tout ce qui met le corps en mouvement. Et ce serait bon que vous fassiez ça tous les jours. Vous dites aussi, je perds mes moyens. Alors ça, c'est la grande caractéristique de toutes les personnes hautement sensibles. Sachez que nous sommes au moins 31% de la population, c'est-à-dire des millions, à perdre nos moyens. Alors c'est mon cas. Quand on m'observe, quand on dit des choses pas très sympathiques, quand j'entends des commentaires où je sens quelque chose dans l'atmosphère de la pièce dans laquelle je suis ou des personnes avec lesquelles je suis, et qu'on peut très très facilement perdre ses moyens. Donc ça, c'est plutôt de le reconnaître comme étant une caractéristique de ce qui se passe pour vous, comme étant une réalité, et que vous avez vraiment besoin de faire avec et de ne pas vous en vouloir. Le pire, ce serait de vous en vouloir, alors que vous faites partie de ces millions de personnes qui perdent leurs moyens quand elles sont observées ou quand elles sont critiquées. Vous dites que c'est difficile d'être prise au sérieux et d'avoir de l'ambition. Je vous dirais, Lucie, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'ambition. Nous n'avons pas besoin d'avoir de l'ambition. Qui nous impose? D'où ça vient cette idée que nous devrions avoir de l'ambition? C'est encore l'expression violente d'un monde qui est le monde d'hier, qui est le monde en train de périr, de mourir, de pourrir. Ce monde de la compétition, ce monde de l'individualisme, ce monde de la moquerie, ce monde du jugement, ce monde qui n'est pas fait pour les personnes sensibles. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir d'ambition. Soyez qui vous êtes, comme vous êtes, et essayez de vivre au mieux votre quotidien. Et si vraiment ce travail ne vous convient pas, quand de jours meilleurs viendront, là c'est vraiment pas le moment, mais quand de jours meilleurs viendront, vous pouvez aussi changer de travail et changer d'environnement. Voilà, donc je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Une deuxième question posée par Jade, et vous dites « Je n'arrive pas à gérer mes émotions ». Alors je vous dis tout de suite, félicitations, c'est tant mieux, on ne peut pas gérer des émotions. Voilà, on va gérer des actifs financiers, un portefeuille de clients, on va gérer des publicités, des actions marketing, on peut gérer un patrimoine immobilier, voilà, on va gérer des choses qui sont gérables, c'est-à-dire qui sont du domaine de l'immatériel, du non-humain. L'humain ne se gère pas. Et ça, c'est un des grands mensonges de ces 20 premières années du XXIe siècle, c'est de nous avoir fait croire que nous sommes des robots, des machines, des ordinateurs programmés, programmables, et que nous pouvons gérer nos émotions. Non, c'est absolument impossible. Nous sommes des humains qui vivons nos émotions. Nous avons besoin de vivre nos émotions. Et en plus, le grand boom de la neurobiologie, qui est une partie extrêmement importante de la recherche en neurologie, est en train de prouver par de nombreuses études que nous ne contrôlons que 10% de notre vie mentale, psychique, etc. Il y a 90% des informations qui viennent de notre système digestif, de nos poumons, de notre cœur, de notre gorge, de notre bouche. 90% des informations viennent du corps. Et 10% de ce qui permet de réguler
notre vie au quotidien, 10% seulement vient du cerveau. Donc on a surestimé grandement les capacités uniquement neuronales, et aujourd'hui on est en train de réhabiliter le corps. Les émotions, elles sont faites, et la théorie polyvagale qui vient de cette neurobiologie le confirme maintenant avec de très nombreuses études, nos émotions sont faites pour être accueillies, parce qu'elles nous renseignent, parce qu'elles sont des messages sur ce que nous sommes en train de vivre. Nos émotions sont des messagères, et comme des messagères, elles ont besoin d'être accueillies dignement, de prendre le temps de vivre ces émotions, de les accueillir et d'essayer de comprendre quelle est l'information que chaque émotion m'apporte. Alors pour le cerveau, quand l'émotion n'est pas trop forte, 2 minutes suffisent. C'est vrai que quand on est au travail ou dans une réunion en public, 2 minutes c'est beaucoup. Mais prenons le temps, chaque fois que nous le pouvons, pour fermer les yeux, écouter nos sensations et savoir que nos émotions vont passer. Notre cerveau et notre système nerveux global, sympathique et parasympathique, est capable de faire face à n'importe quelle émotion, même dans les situations d'urgence. Nous sommes capables, nous avons ces ressources physiques en nous. Alors vous dites que vos rêves, ça vous paraît difficile. Peut-être que quand vous accueillerez mieux votre sensibilité, que vous accueillerez chacune de vos émotions, peut-être que vous allez avoir non pas une mauvaise image, une mauvaise conception de vous-même, mais une idée plus bienveillante, plus accueillante de qui vous êtes, et que comme ça, vos rêves, vos désirs, vos aspirations vont pouvoir trouver une place plus juste dans cette personne moins stressée, moins sous pression que vous allez pouvoir devenir. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. La troisième question vient de Joël, qui dit « J'ai toujours eu beaucoup d'empathie pour les autres ». Donc là, vous confirmez que vous faites probablement partie de ces personnes ultra-sensibles. Les ultra-sensibles, ce sont les personnes hautement sensibles qui ont beaucoup d'empathie, de créativité et d'intuition. Et vous dites aussi « Je me suis toujours occupé de ma mère, de mes frères, de mes sœurs, de mes amis, ça me prend tout mon temps ». Et là, on retrouve vraiment le complexe de Cendrillon. Le complexe de Cendrillon, c'est le fait d'avoir, à un moment donné, dans son enfance, son adolescence, ou le début de l'âge adulte, choisi cette position dans la famille ou dans un groupe, d'être celle ou celui qui sert, qui aide, qui écoute, qui soulage, qui fait du bien aux autres. Donc peut-être que là, vous pouvez vous interroger sur ce pourquoi vous avez choisi, plus ou moins consciemment, ou peut-être vous y avez été encouragé d'ailleurs, mais pourquoi vous avez choisi de jouer les rôles de Cendrillon dans votre famille. Et est-ce que ça vous convient? Est-ce que, au contraire, vous en avez marre, vous voulez passer à autre chose? Vous pouvez choisir un autre rôle dans votre famille. Vous n'êtes pas obligé de garder ce rôle-là. Et donc, fatalement, vous dites « Je n'ai pas de temps pour moi, mais je ne vois pas comment résister à la détresse des autres. » Alors justement, pour votre santé psychique et physique, et c'est très important ce que je dis, pour que vous ne créiez pas une grave maladie qui serait le résultat de ce dévouement permanent pour les autres, grave maladie physique ou psychique, pour retrouver une bonne santé physique ou psychique, vous avez intérêt à prendre du temps pour vous, et pas simplement être dans le temps donné aux autres. C'est formidable de donner du temps aux autres, de leur donner de l'énergie, des sourires, de l'attention, etc. Mais vous avez besoin, vous aussi, de vous accorder du temps, de l'énergie, de l'attention et de l'amour. Pensez vraiment à ça, faites-le, c'est important. Et la détresse des autres, nous ne sommes pas des sauveurs. Aucun être humain sur Terre n'est un sauveur. Ça n'existe que dans les contes, les mythologies, les religions, tout ce qu'on veut, mais dans la réalité, nous ne sommes pas des sauveurs. Donc essayez de quitter cette fausse idée sur vous-même que vous pourriez sauver vos proches. Quand quelqu'un est dans la détresse, on lui donne à boire, à manger, une couverture pour avoir chaud, mais on ne peut pas être à sa place, on ne peut pas vivre la même détresse que l'autre personne vit. Donc peut-être que vous êtes un peu trop dans la vie des autres et pas assez dans votre vie à vous. Essayez de vous recentrer sur vous. Je sais que ce n'est pas facile ce que je dis là, mais c'est très important pour votre avenir, justement pour écouter vos désirs et pour les réaliser. Vous êtes la seule à pouvoir vivre vos désirs, les écouter, les vivre, les réaliser. Donc essayez de le faire. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance pour avancer dans ce chemin-là, sur ce chemin-là. Nous avons une question de Camille, un homme qui dit
Des rêves, j'en ai plein, mais je suis tétanisé face aux autres. Alors là, on touche vraiment à la théorie polyvagale, où on sait maintenant que le nerf vagal dorsal, c'est le nerf du traumatisme, qui est activé en cas de traumatisme. Il y a certainement, si j'entends ce que vous dites, hein, si je tiens compte de vos mots, du fait que vous êtes tétanisé, il y a certainement un traumatisme ou plusieurs traumatismes dans votre histoire qui font que vous n'arrivez pas, vous êtes pétrifié, et vous allez probablement avoir besoin de guérir d'abord de ce traumatisme ou de cette série de traumatismes, je n'en sais rien, je ne connais pas votre histoire, pour pouvoir retrouver votre vitalité, votre entrain, votre allant, votre capacité dynamique à aller de l'avant et à mettre en œuvre vos désirs. Donc essayez de voir de ce côté-là. Alors je renonce pour pouvoir mieux me cacher. Et oui, c'est vrai que quand on souffre, quand on sent que ça ne va pas, quand on est très sensible, quand on est rejeté, quand l'environnement n'est pas porteur ou quand on a peur des autres, pour des raisons qui peuvent être réelles ou imaginaires, ça dépend des situations, on peut avoir tendance à se replier. C'est une des choses qui caractérise les personnes hautement sensibles qui ne vivent pas bien leur sensibilité élevée. C'est dommage. Je comprends qu'on puisse être tenté de le faire, mais c'est dommage. Il vaut mieux essayer de trouver quelques personnes qui sont prêtes à vous soutenir, à vous accueillir, à vous aider à déployer vos ailes et à vivre vos désirs. Essayez d'aller un peu dans ce sens-là, si c'est possible. Vous dites « je n'assume pas et ça me rend très malheureux ». Comment m'en sortir? Je crois que c'est comme gérer, assumer. Vous savez, c'est un de ces verbes tarte à la crème, ces verbes tarte à la crème, c'est un peu difficile à prononcer, qui nous encombrent. En fait, on n'a pas besoin d'assumer tant que ça. Vous savez, on est ce qu'on est, qui on est, avec nos qualités, nos défauts, nos difficultés de vie, et aussi nos bons moments de vie. On n'a pas tellement besoin d'assumer. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de se mettre, c'est comme tout à l'heure pour les ambitions, de se mettre encore et encore la pression, des contraintes, il faudrait faire mieux, il faudrait être quelqu'un de différent. Non, non, non. Essayez déjà de vous accueillir avec beaucoup d'indulgence, beaucoup de douceur. Je sais que c'est difficile pour les hommes, que ce n'est pas dans la culture ambiante, de parler d'indulgence, de douceur et de tendresse pour un homme, mais essayez de vous accueillir avec beaucoup de tolérance envers vous-même en vous disant pour l'instant j'en suis là et c'est à partir de là que je vais évoluer. Il n'y a rien à assumer, simplement à être et essayer d'être qui vous êtes et en sortir, mais comme je vous le disais, peut-être vous appuyer sur une personne qui pourrait mieux vous comprendre, vous aider, vous soutenir, et si vous ne trouvez personne, sachez que les thérapeutes sont là pour ça. Dans une civilisation de l'atomisation, du virtuel, de l'éloignement des êtres, il y a tellement, pour certaines personnes, tellement peu de relations sûres, tellement peu de relations fiables, que c'est parfois important de pouvoir consulter une ou un professionnel qui est là aussi pour vous consacrer du temps, vous consacrer de l'écoute, vous accueillir comme vous êtes et vous soutenir dans votre parcours humain. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Merci. Alors voilà d'autres questions qui arrivent. Johanna, existe-t-il un lien entre hypersensibilité et hyperactivité? Alors, on va déjà un peu casser les mots. C'est parce que c'est important, vous allez voir. Hypersensibilité, c'est un mot médical qui désigne les allergies et les intolérances. C'est pour ça que je préfère, comme Hélène Aron, parler de haute sensibilité, de sensibilité élevée, voire d'ultrasensibilité, qui était le terme utilisé en langue française dès le 19e siècle pour désigner les personnes très sensibles. Baudelaire parle d'ultrasensibilité, par exemple. Voilà. Donc laissons peut-être hypersensibilité au domaine médical pour les allergies et les intolérances. Donc votre question c'est, est-ce que la personne hautement sensible est très active au point de parfois être un peu trop active ou activiste? Eh bien, certaines personnes le sont, mais c'est une minorité. Certaines personnes hautement sensibles sont hyperactives ou très actives ou activistes, mais c'est une minorité. Donc il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose à interroger avec un thérapeute. Est-ce que c'est du côté de la manie? Est-ce que de temps en temps vous avez comme ça des exubérances, des emballements, des enflammements, des euphories que vous avez du mal à calmer? Ou est-ce que c'est au contraire du côté d'un traumatisme où vous auriez besoin d'être tout le temps en mouvement pour retrouver quelque chose de l'ordre de la vitalité, comme une espèce de suractivation qui a lieu après certains traumatismes?
Moi, je ne ferai pas de lien trop direct entre sensibilité élevée et hyperactivité. Essayez de voir s'il n'y a pas autre chose, ou peut-être un tempérament particulièrement actif, et à ce moment-là, c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de ressembler à tout le monde, et si on vous a collé cette étiquette, elle est peut-être de trop, vous pouvez peut-être vous en débarrasser. Voilà. Alors, il est temps, me dit-on, de conclure cet entretien. Je vous remercie chacune et chacun pour votre présence, votre écoute. Je suis chaque fois vraiment très heureux de pouvoir partager des moments avec les personnes très sensibles ou intéressées par la sensibilité. Je ne peux que vous encourager à mieux connaître, mieux développer et mieux affirmer votre sensibilité, quelle qu'elle soit. Nous avons toutes et tous à gagner pour cette révolution sensible en laquelle je crois et dont je parle dans le livre Se libérer du complexe de Cendrillon, qui est un livre qui me tient particulièrement à cœur, puisque justement j'essaye d'y promouvoir un nouveau modèle de relation, un nouveau modèle de société, un nouveau modèle de façon d'être et de vivre. Voilà, merci infiniment du fond du cœur et au plaisir.